la suite de mes vidéos concernant le catch japonais dans les années 90, donc saison par saison. J'avais fait donc 91 avec la All Japan d'un côté et la New Japan de l'autre. J'avais dit que je ferais pour le shoot style, j'ai décidé de ne pas le faire finalement parce que déjà le shoot style ça n'intéresse pas grand monde et que dans ce que j'avais à dire, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont plutôt de l'ordre de quel est l'intérêt du shoot style, et du coup je pense plutôt faire une vidéo d'ensemble avec ce titre là où peut-être justement les gens qui ne s'intéressent pas jusqu'à là au shoot style ou qui n'aiment pas spécialement ce genre de catch pourraient regarder cette vidéo là beaucoup plus que d'aller voir une vidéo qui s'appelle le shoot style en 91. Et en plus, bon voilà, je pense pas que je vais avoir envie de le faire pour 92, 93, 94 comme ça. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo d'ensemble aussi sur la décennie ou quelque chose comme ça un jour. Bref, je garde ça en stock, ça sortira, je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas quand, on verra bien. Donc je reviens avec donc 92, j'ai eu le temps de me faire l'année 92 depuis la dernière fois, puisque je ne regarde que ça, donc je vais assez vite. Et donc aujourd'hui, je vais parler de la All Japan Pro Wrestling, avec le sommaire, le même un peu que j'avais fait pour 91, c'est-à-dire en gros, 1, ce qu'il y a à retenir de l'année 92, 2, ce que j'ai pensé de l'année dans l'ensemble et des lutteurs et de leur parcours, etc. Et puis en 3, de parler un petit peu des matchs que vous avez en dessous en liste, un peu voilà, justification en tout genre, enfin bref. Donc voilà, je commence tout de suite avec ce qu'il y a à retenir dans l'année 92 à la All Japan Pro Wrestling. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans l'année 92 à la All Japan Pro Wrestling? Je dirais que le premier truc qui vient à l'esprit, dans la continuité et l'esprit de 91, si vous vous souvenez, Misawa bousculait un peu tout ça, mais n'avait pas passé le cap ultime, n'avait pas topé le titre de champion Triple Crown, que Hansen détenait au début de l'année. Et bien en 92, je dirais que le truc majeur c'est ça, Misawa devient enfin champion du monde poids lourd en gagnant le titre Triple Crown aux mains de Stan Hansen au mois d'août. Voilà, alors après, ça a mis du temps à se faire. Moi je trouve ça malheureux que ce soit pas plutôt Misawa qui bat Jumbo. Je trouve que de manière un peu symbolique, ça aurait été plus parlant. Et puis bon, en plus Misawa a perdu en finale du Carnival contre ce même Stan Hansen dans un match qui était excellent. Or le match où Misawa prend le titre à Stan Hansen au mois d'août est pas terrible. Donc c'est assez dommage, du coup le moment est un peu gâché à ce niveau-là. Et on n'a pas voilà, je pensais que ça aurait pu être émouvant comme prise de titre et tout, le public attendait ça depuis tellement longtemps, etc. Et finalement pas plus que ça. C'est une petite déception, mais n'empêche que, on va dire que avec le recul, ça reste l'élément le plus marquant de l'année. Et en plus, cette prise de titre-là va entraîner tout un tas de changements qui vont être plus palpables en 93 encore. Mais on sent un petit peu déjà les prémices de ça, c'est-à-dire qu'en gros, Misawa champion, automatiquement, son partenaire en équipe, son ami d'enfance et compagnie, donc Kawada, va devenir une sorte de rival. Alors au départ, c'est un rival juste sportif, c'est-à-dire que là, ils vont s'affronter à la fin de l'année parce que Kawada a battu Taoe pour devenir le One Contender, donc il obtient ce match contre Misawa, son partenaire. Et voilà, ils y vont franco, mais à la fin, ils se serrent la main, ils se prennent dans les bras et tout va bien. Évidemment, ça ne va pas rester comme ça bien longtemps et Kawada va devenir le vrai rival de Misawa en 93. Je le sais déjà, je ne l'ai pas encore vu, mais ça va venir. Mais voilà, on sent que cette prise de titre va créer d'autres événements. Enfin, en ce qui me concerne, ça c'est un peu in kayfabe les trucs à retenir, mais je dirais que le truc le plus important de l'année, vraiment le truc qui change le plus la face de la fédération et même peut-être la face du catch japonais dans son ensemble, quel suspense, voilà, vraiment le truc le plus important, c'est le fait que Jumbo Tsuruta prend sa retraite, même si c'est pas officiellement, en décembre 92, il finit pas la Tag League avec qui, il avait commencé la Tag League avec Taoe, il la finit pas. Et il prend sa retraite. Et Jumbo Tsuruta, c'est l'icône de la fédération absolue, il est là depuis 73, donc quasiment depuis les débuts de l'histoire de la fédération. Ça a été très vite une énorme star, il a porté la fédération sur ses épaules pendant certaines périodes, premier champion de Triple Crown, fournisseur officiel des grands matchs de la fédération sur toutes les années 80 et début 90 quand même. Et voilà, et un an avant, il donnait déjà encore des matchs exceptionnels, même presque 6 mois avant. Et il a décliné comme ça de façon très rapide parce qu'il a eu une maladie. Et du coup, il disparaît. Alors il refera des apparitions ensuite, mais dans des matchs vraiment anecdotiques, comme ça, juste plus histoire de faire coucou. Donc sa retraite ne sera pas officielle, mais enfin, voilà, c'est le numéro 1 depuis une vingtaine d'années de la fédération, peut-être un peu moins, quinzaine d'années, qui s'en va. Ça laisse un vide vraiment énorme. Et voilà, c'était le top babyface, hein, tout ça, ça fait quelque chose. Et
voilà. D'ailleurs, j'en ferai un top 10. Je ferai le top 10 de Jumbo Tsuruta, je fais une vidéo juste sur lui, c'est mon lutteur préféré de tous les temps, je pense. Et je pense que c'est potentiellement d'ailleurs le meilleur lutteur de tous les temps, point barre. Donc je suis en train de faire ça, de faire des revisionnages pour faire un top 10 sur lui, puisque maintenant j'ai vu toute sa carrière, au moins au Japon. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il a fait aux États-Unis aussi, mais voilà. Je pense que c'est l'autre gros truc plus important, même si c'est un peu moins in kayfabe pour le coup, c'est plus objectivement comme ça, enfin, je sais pas comment dire. Voilà. Bon, sinon, rien n'a changé vraiment. C'est vrai qu'avec le départ de Jumbo, vous avez la stable qui était avant Jumbo, Taue, Fuchi, Yoshinari Ogawa, qui du coup est considérablement affaiblie. Alors qu'à côté, la stable Misawa Kawada a l'air de plus en plus forte, avec Kobashi qui passe aussi un petit peu des caps, comme ça. Mais voilà, tout ça va être rééquilibré en 93. Je dirais qu'en fait en 92, on a juste le dernier coup de rein par rapport à ce qui a été mis en place en 91. Il faut attendre 93 pour qu'il y ait un nouveau un petit peu de chamboule. Bon, il y a quand même un autre truc un petit peu mémorable, mine de rien, c'est les débuts d'un rookie qui va devenir un très grand aussi, Akiyama. Mais ça, je vais en parler juste après dans un peu mes awards de l'année, ce que j'ai pensé justement de certains lutteurs, dont le jeune Akiyama qui fait ses débuts en 92. Alors, je vais pas faire vraiment des awards à proprement parler, mais un petit peu mon opinion sur l'année. D'abord, l'année 92, je dirais pas qu'elle est fondamentalement moins bonne que 91, mais j'étais un peu moins à fond dedans, même si je trouvais ça super quand même et je me suis bien éclaté dessus. Mais je dirais qu'en qualité de match, on est à peu près au même niveau, mais 91, on sent plus les choses bouger comme ça. Puis bon, on a un Jumbo qui est toujours au top, avec les jeunes qui poussent. Alors là, avec le déclin de Jumbo, plus les jeunes qui avaient déjà atteint un très haut niveau et qui finalement passent juste le dernier cap, on a moins cette folie là comme ça. Donc je pense que l'année 92 est quelque part un peu moins bonne que 91 et que 90 d'ailleurs aussi. Donc 90 encore, c'est peut-être discutable parce que c'est une année de transition, c'est un peu particulier. Voilà. Après, c'est toujours aussi solide. C'est vrai que c'est une fédération qui a un produit qui est tellement léché, notamment pour tout ce qui est tag match, six-man tag ou classique 2 contre 2, où on a l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Il y a des lutteurs qui sont là depuis 10 ans, qui maîtrisent le produit à la perfection, comme Fuchi par exemple, ou évidemment Misawa Kawada, on s'en doute, mais qui font que voilà, dès qu'ils mettent les bons lutteurs dans le bon match et qu'ils leur donnent un temps d'antenne correct, tu t'es tranquille, tu obtiens un super match avec une facilité déconcertante. Donc ça, c'est toujours le cas. Alors au niveau des lutteurs de l'année, je vous avais laissé en 91 avec l'idée que Misawa avait passé le cap et qu'il était devenu déjà en 91 le meilleur lutteur de la fédération. Il était passé devant Jumbo en 91, ce qui m'avait un peu surpris personnellement. Et je m'attendais à ce qu'il truste la place de meilleur lutteur de l'année, le MVP, comme ça encore longtemps. Et en fait, dès 92, je vais vous dire, là, pour moi, le meilleur lutteur de 92, ce n'est pas Misawa, c'est Kawada. Donc c'est une grosse surprise. C'est pas tellement que Kawada a passé un cap de plus, parce qu'il était déjà vraiment très très bon en 91. Simplement, ils lui ont donné un rôle un peu plus fort, notamment dans les one-on-one. Et il a confirmé, si vous regardez mon top 10 par exemple, vous trouvez des matchs 1 contre 1 de Kawada, et même des 2 contre 2 avec Kawada, alors que Misawa est plus impliqué dans des six-man tags, où finalement son impact à lui seul est forcément moindre que s'il était dans un tag match 2 contre 2 ou dans un one-on-one bien sûr. Et ça se retrouve aussi sur l'ensemble un petit peu. Alors je l'explique pas forcément, j'ai l'impression que Misawa a simplement baissé un peu et que Kawada lui a pu confirmer à travers une utilisation un peu plus forte. Et j'irai même plus loin, si on prend sur les 4, 5, 6 derniers mois, la tendance est que moi le lutteur qui m'a fait le plus kiffer sur les 6 derniers mois, je dirais, c'est Akira Taue. Ce qui est juste une énorme surprise parce que Taue c'est un peu le mal aimé du groupe All-Star de la All Japan des années 90. Or, moi je le trouve absolument génial. Surtout à partir du moment où justement Jumbo décline, il y a même un moment où Jumbo est blessé. On ne sait pas vraiment si c'est une vraie blessure ou pas, mais enfin bon, il est plus là. Du coup, Taue devient le numéro 1 de sa stable, il le push vraiment comme hyper fort. Et il assume vraiment bien ce rôle-là, donc je l'ai trouvé excellent. Un autre lutteur que j'ai trouvé absolument remarquable dans l'année, c'est Masanobu Fuchi aussi. Alors bon, lui ça fait longtemps qu'il est là, on sait qu'il est bon, mais sur les premiers mois notamment, il a vraiment été extraordinaire. Ce qui lui manque à Fuchi pour pouvoir faire le podium un jour, je ne sais pas s'il le fera dans la décennie, ça serait dommage qu'il ne le fasse pas parce que franchement il mérite pas mal d'éloges. Ce qui lui manque, c'est des one-on-one très forts. C'est un junior heavyweight, du coup ils le mettent rarement dans des matchs 1 contre 1 avec les poids lourds. Ils le mettent pas mal dans les tag matchs où il est remarquable, mais du coup voilà, il lui manque ces gros matchs. Alors à part pendant le Carnival au mois de mars, c'est un peu compliqué de trouver des vrais gros matchs one-on-one de Fuchi. Donc ça c'est ce qui lui manque. Bon, sinon on peut signaler que Stan Hansen a fait une année remarquable. Bon, après Stan Hansen est quand même moins utilisé que les japonais, donc
La quantité lui manque, mais sur la qualité, il est exceptionnel. Voilà. Alors je parlais tout à l'heure du rookie, le super rookie de l'année, Akiyama. Donc on a les débuts quand même d'un lutteur absolument capital dans l'histoire de la All Japan et de la Noah ensuite, qui est encore actif aujourd'hui. Bon, c'est lui aussi un peu comme Taue, il est un peu mal aimé par rapport au Kawada, Misawa, Kobashi. Je sais pas pourquoi, parce que franchement, je le trouve absolument génial. Peut-être le meilleur lutteur de toute la décennie 2000. Bon, là on est en 92, il n'est pas encore hallucinant, puisque c'est un rookie. Sauf que, je vous le dis comme ça, j'ai jamais vu un rookie aussi fort sur ses premiers mois. Franchement, c'est un truc de fou. Peut-être justement, le seul qui pourrait faire aussi bien, ce serait Jumbo sur ses premiers mois en 73. Mais bon, j'ai vu moins de choses de 73 que de 92, on est d'accord. Mais Akiyama, voilà, c'est hyper impressionnant. Alors en fait, ça fait un moment qu'on le voit autour du ring en tant qu'agent qui dit au public reculez-vous quand les lutteurs rentrent, ce genre de truc. Mais vraiment, ses vrais débuts, c'est dans un match contre Kobashi, dont je vais parler tout à l'heure quand je vais parler des matchs de l'année. Et premier match, c'était là, t'as l'impression que le mec, ça fait 10 ans qu'il est en train de faire son truc. C'est hyper impressionnant, le mec, comme il est bon. Et c'est vrai qu'au bout de 3-4 matchs où on le voit, on peut déjà parier tout ce qu'on a, que le mec va devenir hyper important, parce qu'en plus, il a déjà un bon gabarit, il a une gueule, il a l'air hyper à l'aise, enfin bref. Vraiment super. Et je dirais que sur les 3 premiers matchs de Akiyama, à un moment ou un autre du match, vous entendez tout le public qui chante Akiyama, Akiyama, Akiyama. Ça aussi, c'est remarquable qu'un rookie aussi rapidement arrive à faire embarquer le public derrière lui. C'est vraiment hyper impressionnant et j'ai hâte de voir la suite. C'est un lutteur que j'adore, moi, personnellement. Donc voilà. Donc bon, sinon, sur les autres lutteurs, après, voilà, la All Japan, on a l'impression que ça tourne sur un groupe de 8, 9, 10 lutteurs hyper forts et derrière, il n'y a pas grand monde. On a l'impression qu'il n'y a plus personne. Bon, j'ai découvert un ou deux gars comme Richard Slinger, je vais en parler tout à l'heure, qui sont assez sympas, mais voilà. Passer le groupe des Japonais, plus les quelques gaijins intéressants comme Gordy, Williams, Hansen, voilà. Il n'y a pas forcément grand monde intéressant, donc voilà, c'est une fédération un peu bizarre, très bancale, avec un groupe de 8, 9, 10 lutteurs hyper forts qui en plus sont vraiment rodés ensemble et tout. Et après, c'est un peu le vide. Voilà, en ce qui concerne la capacité d'avoir les très grands matchs, ils sont faciles. Après, regarder le produit dans l'ensemble, à la limite, je l'ai déjà dit pour 91, je le répète, je pense que je préfère regarder une grosse quantité pour la New Japan que pour la All Japan. Et quand il s'agit de regarder le top 10, top 20, voilà, ça reste la tuerie, on est toujours dans ce registre. Et justement, je vais vous parler de ces matchs-là maintenant. Je ne vais pas détailler tous les matchs vraiment de façon totale et ça sera un peu chiant, on va se le dire clairement. Je vais juste prendre quelques matchs mémorables ou des séries de matchs importantes. Je vais commencer par les fameuses Six-Man Tag. Jumbo, Taue, Fuchi contre Misawa, Kawada, Kikuchi. Donc le match-up le plus prestigieux que la fédération puisse faire sur un Six-Man Tag, clairement. Et clairement le match-up qui a donné les meilleurs Six-Man Tag de toute l'histoire du catch. Je pense largement. Je vois vraiment pas qui pourrait les concurrencer. Peut-être dans la lucha. Je suis un peu inculte en lucha libre. Je sais qu'ils aiment bien les six-man tag. Peut-être, mais enfin, je vous avoue que je ne pense pas. Et ce qui est remarquable dans ces match-up là, c'est qu'ils sont quand même relativement différents les uns des autres. Malgré que ce soit les mêmes lutteurs engagés dans le même contexte, grosso modo. Ils sont un peu différents en fonction du déroulement du match. Alors je pense que le meilleur c'est un de 1990 où c'est mis 5 Star d'ailleurs. Mais ceux-ci sont de très bonnes additions à cette collection de Six-Man Tag excellent. Alors ça peut être un peu chiant de regarder tout le temps le même match-up à la fin, mais je vous dis, ils sont assez variés. Et puis c'est vraiment la combinaison sans faille, chacun apporte sa pierre à l'édifice, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment tout le temps un lutteur ou un autre qui porte le truc sur ses épaules ou quoi que ce soit. Et puis voilà, à l'intérieur d'une formule qu'ils maîtrisent totalement, ils font des petites variations, enfin même des grosses variations dans le déroulement du match qui sont assez plaisantes. Donc voilà, donc je voulais juste signaler que ce sont les derniers de cette série, évidemment, avec le départ de Jumbo et le changement un peu de situation avec Kawada qui va changer de camp et tout. C'est les derniers matchs de cette série, on va dire les Six-Man Tag Stable de Jumbo contre Stable de Misawa, qui a été une formule excellente. Une autre formule de Six-Man Tag, enfin c'est pas une formule, je vais vous parler des matchs que j'ai classés 9e et 11e là, dans mon top en dessous. Sont deux matchs qui ont l'équipe, qui contiennent l'équipe Gordy Williams et ma découverte de l'année, alors là c'était un inconnu total, Richard Slinger.
Donc le premier c'est contre la stable Jumbo, Taue, Yoshi Naragawa, puis ensuite contre Misawa, Kawada, Kobashi. Et j'ai trouvé les deux matchs vraiment très très bons. Et surtout j'ai trouvé ce Richard Slinger, qui était un parfait inconnu pour moi jusque-là, vraiment excellent, qui donne l'impression qu'il y a des mecs bons en dehors du groupe des 10 excellents lutteurs, mais c'est juste que peut-être on leur donne jamais vraiment leur chance. Et je me dis que ce Slinger là, c'est peut-être bien un des lutteurs les plus sous-estimés, dans le sens oublié de l'histoire du catch. Et vraiment c'est des bons petits six-man tag, moins ambitieux évidemment que les gros Jumbo stable contre Misawa stable, mais voilà, c'est vraiment plaisant, et la performance individuelle de Slinger est vraiment très sympa. Et son rôle de punch-in ball de service, notamment dans le match contre Misawa, Kawada, Kobashi, est assez plaisante aussi. Donc voilà, donc je passe. Alors je vous ai parlé aussi juste avant des débuts de Akiyama. Bon, c'est pas un match qui figure dans le top 20 ni rien, c'est pas un match extraordinaire, mais c'est à mon avis un match vraiment à voir, le Kobashi Akiyama, donc qui est le match où Akiyama fait ses débuts, et je sais pas, je lui mettrais un petit 3-3 quarts. Voilà, ça manque d'ambition pour taper vraiment haut, mais franchement c'est super sur tout ce qui est donné. Et voilà, j'ai jamais vu un mec aussi excellent sur son premier match. Et Kobashi fait un bon match aussi en face. C'est assez sobre aussi, on sent que voilà, comme c'est pas ambitieux, ils vont pas partir sur plein de kick-out et tout, et c'est bien foutu. On a l'impression qu'Akiyama a une stratégie en allant dans le match et tout. Vraiment, c'est un match que je recommande. Il avait été mentionné dans un sondage des meilleurs matchs de l'histoire du catch japonais de 83 à 2013. Ils avaient fait un sondage au Japon, et je sais que ce match-là figurait dans le sondage. Donc comme quoi les débuts d'Akiyama sont restés aussi en mémoire pour les Japonais eux-mêmes. Voilà. Alors ensuite, je vais parler aussi du match numéro 6 dans mon classement. Le 6e match, donc du 21 janvier, Jumbo Tsuruta contre Toshiaki Kawada. Le dernier grand match de Jumbo, donc le dernier match à 4 étoiles et plus pour Jumbo, enfin one-on-one en tout cas. Donc il n'est pas aussi excellent que le match de l'année 91, donc le Tsuruta Kawada de 91, qui est un quasi 5-star, vraiment un match hallucinant. Là on est un peu plus bas, on va dire un petit 4 écart, mais ça reste quand même une grosse tuerie. Et ça affirme, je trouve, le fait que Kawada est devenu une valeur sûre, qui est devenu régulier dans ses one-on-one, un peu ce que je disais sur le fait que Kawada est mon lutteur de l'année. Et comme c'est dans le même temps le dernier grand match de Jumbo, je pense que c'est un match qui est vraiment cool, et mémorable pour vraiment de très bonnes raisons, plusieurs bonnes raisons. Voilà. Alors continuons avec Kawada. La série de matchs, le match-up qui tue de l'année dans les one-on-one, c'est les Kawada Taue. On en a eu en 90 qui était très bon, on en a eu en 91, surtout plusieurs en 91 excellents. Et là on en a encore eu deux absolument incroyablement géniaux en 92. Le match de l'année pour moi c'est un Kawada Taue, donc c'est le match qui servait à désigner le number one contender pour le Triple Crown fraîchement gagné par Misawa, donc c'est Kawada qui l'emporte. Il y en avait eu un donc pendant je crois que c'est pendant le Carnival, l'autre, je vais vérifier la date, je ne l'ai pas noté la date, bref je crois que l'autre est pendant le Carnival. Et Taue gagne enfin un one-on-one contre Kawada, ça c'était aussi particulier. Et à chaque fois en fait ce qui est vraiment kiffant, surtout sur le second, celui que j'ai mis à 4-3 quarts, c'est que en fait on a l'impression qu'ils s'arrachent sur chaque move, ils peuvent pas porter leur big move comme ça facilement, il faut vraiment commencer à travailler l'adversaire ou le choper par surprise ou quelque chose. C'est truffé de contres et d'actions, réactions, de trucs. Enfin, il n'y a pas une seconde de perdu en fait. Malgré que c'est pas un match qui se fait sur les chapeaux de roue type Dragon Gate d'aujourd'hui ou avec plein de bumps, et c'est pas un spot fest non plus, c'est vraiment chaque seconde il y a voilà, un blocage, un truc, un contre, on a l'impression qu'il s'accroche sur chaque move, chaque tentative de frappe, quoi que ce soit, c'est ça qui est plaisant en fait. Moi, je trouve que c'est remarquable, et c'est pas seulement une extraordinaire performance de Kawada, Taue est peut-être même encore meilleur que Kawada sur ces matchs là, je le trouve vraiment exceptionnel. Et c'est vrai que c'est dommage quelque part qu'ils aient ensuite associé Kawada et Taue, ça va devenir l'équipe phare des années à suivre, parce que je trouvais qu'ensemble ils avaient vraiment une alchimie exceptionnelle quand ils étaient dans le ring l'un contre l'autre. Enfin bon, on en a eu suffisamment je pense pour qu'ils puissent passer à autre chose, et je pense que les Kawada Misawa vont pas être mauvais non plus dans le délire. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un match qui est un classique de l'histoire de la All Japan, le numéro 5, le Can-Am Express contre Kobashi Kikuchi. Alors Can-Am Express c'est Doug Furnas et Dan Crofat, aussi connu sous le nom de Philippe Lafont. Alors, vous les avez peut-être vus à WWE sous le nom de Furnas et Lafont. C'est un classique parce qu'il a été 5-starisé, mis à 5-star par plein de gens.
peut-être bien Dave Meltzer dans le lot. Moi je le mets pas 5 star quand même parce que je pense qu'il est surcoté. Enfin, il est surcoté. C'est quand même un match exceptionnel, donc il n'y a pas de souci. Hein. Ça me gêne pas qu'on mette 5 stars sur un match comme ça, mais je pense que l'ambiance de malade qu'il y a dans l'arène gonfle pas mal la note de pas mal de monde. Bon, ça me dérange pas qu'on gonfle la note, mais de là à passer à 5 stars, ça me paraît un petit peu too much. Il y a une performance absolument exceptionnelle de la part de Dan Crofat, Philippe Lafont, probablement sa plus belle performance individuelle en carrière. Et c'est un match qui est quand même relativement construit sur un format simple, mais tout est super bien réussi à l'intérieur. Fin super climatique, et je vous dis un public, j'ai rarement entendu un public aussi énorme. L'un des meilleurs publics de l'histoire du catch certainement. La All Japan déchaînait vraiment les passions à l'époque, et ça se retrouve dans un match comme ça, qui n'est pas un main event, hein, c'est un match de mid-card pour le titre All Asia, qui est un titre intermédiaire par équipe. Voilà, l'équivalent d'un titre intercontinental, mais par équipe, voilà, dans l'esprit. Alors, il y a eu d'autres matchs aussi assez mémorables. Je vais vous parler du match numéro 3 que j'ai mis 3ème donc, dans mon top 20. Donc c'était un match qui commence Misawa Kobashi Kikuchi contre Taue Fuchi Ogawa, donc un match-up assez classique. En fait, il se passe des choses assez bizarres dans ce match, puisque Misawa se blesse. J'arrive pas trop à dire si c'est une blessure réelle ou non. Alors, je pense pas que ce soit réel, mais ils l'ont vraiment joué comme si c'était une blessure réelle. Et ils font des trucs assez fun autour de ça, jusqu'à finir par faire sortir Misawa du match et faire venir Kawada à sa place. Donc voilà, ça donne vraiment quelque chose d'original. Et voilà, la réaction de Fuchi et Taue par rapport à la blessure de Misawa et tout ça, et comment ils essayent de capitaliser dessus et tout, ça fait vraiment les requins et tout. C'est vraiment, tout est super bien fait à l'intérieur d'un scénario qui est quand même original. Et cette originalité, je l'ai gonflée dans la note. Évidemment, après, derrière, on a un match-up qui était déjà rodé, classique, six-man tag, avec tous ces lutteurs excellents. J'ai pas parlé jusqu'à maintenant de Yoshinari Ogawa, qui a fait ses débuts en 91 et qui a passé un peu un cap, qui s'est donné un peu plus de qualité en 92. Bon, il n'est pas encore au niveau des meilleurs, même pas de Kikuchi ou de Kobashi, mais bon, disons qu'il n'est plus du tout un point faible dans un match. C'est déjà pas mal, surtout dans ces matchs-là. Et puis donc, il me reste 2 matchs dont j'ai envie de parler. Bon, surtout un en fait, c'est 2 matchs avec Stan Hansen. Le premier, c'est celui que j'ai mis 2ème, donc meilleur match de l'année, la finale du Carnival. C'est un combat qui est quand même assez particulier. J'en ai écrit un texte sur FN Nation, si vous voulez récupérer dans la section vintage du forum FN Nation, si vous voulez voir un truc un peu plus détaillé. Mais voilà, je trouve que c'est un combat où on est vraiment dans le pur style de Stan Hansen, où voilà, on a des lutteurs qui sont un peu sonnés, mais qui donnent quand même un petit kick comme ça, un peu à l'arrache et tout. On est un peu dans des nuances de sonner. C'est vrai que souvent dans les combats de catch aujourd'hui, on a 2 lutteurs qui sont... Enfin, quand un lutteur il est sonné, et l'autre domine. Ou alors le lutteur il n'est pas sonné, il est frais et il bouge. Et moi je trouve ça intéressant d'avoir des brawls, notamment où les lutteurs sont un peu en galère, mais pas complètement. Ils font des trucs, mais ils font aussi des erreurs. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bien fait dans ce match-là. Après, c'est en plus super stiff. Il y a pas mal de blocs. Moi je trouve ça super, les blocs. Il y a un travail de Misawa sur le bras gauche de Hansen qui lui sert pour son finisher, le Western Lariato. Et du coup, Hansen a un selling super où il s'adapte, il utilise plus son bras droit, il fait des dropkicks et tout ça. Enfin, vraiment un combat extraordinaire, auquel il manque peut-être un peu plus de vitesse, notamment par certains moments où c'est un peu lent, et pour obtenir peut-être un 5 star. Et puis bon, peut-être il aurait fallu que ce soit le combat où Misawa devient champion pour que, là aussi, j'aurais pu mettre 5 stars sur le fait qu'il y avait l'émotion derrière et tout. Alors que là, avec la victoire d'Hansen sur le Carnival, on va dire que bon, les choses continuent telles qu'elles étaient. Mais enfin, c'est un brawl absolument exceptionnel. Voilà. Et puis du coup, si vous avez kiffé ça, si vous aimez Stan Hansen et vous aimez le gros brawl comme ça, bourrin, vous en avez un autre qui est pas mal. Stan Hansen défend son titre Triple Crown contre Akira Taue, extraordinaire performance de Taue qui fait un peu du Stan Hansen à sa façon aussi. Donc c'est un gros choc de brut. Et c'est un match qui est assez court pour un title match, il doit durer à peine 15 minutes. Mais c'est vraiment du bon brawl de brut. Donc si vous voulez reprendre un peu de Stan Hansen, vous avez celui-ci, celui du 31-07, pour le titre Triple Crown au Budokan, il me semble. Voilà. Donc j'arrête là pour cette vidéo. Je vous retrouve dans pas longtemps pour le même genre de vidéo, pour la New Japan Pro Wrestling cette fois-ci. Et puis voilà, j'attends vos commentaires, réactions éventuelles sur tout ça.